Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le corrigé complet du concours Kangourou 2023, sujet première et terminale, donc c'est pour les lycéens de spécialité maths plutôt. Donc il y a pas mal de questions, donc on commence tout de suite. Question 1 à 4, c'est parti. 77 au carré sur 55 fois 22. Alors il faut remarquer que 77 au carré, donc on va écrire 77 fois 77. On va factoriser tout de suite en bas par 11, donc 5 fois 11, 2 fois 11. On remarque que tout le monde est des multiples de 11, hein, 7 fois 11, fois 7 fois 11, 5 fois 11, 2 fois 11. On simplifie donc tous les 11. Il nous reste 7 fois 7, 49 sur 10. Première question terminée. C'est la réponse C. Question de 2023 moins 2 puissance 10. Bon, ben là, alors, soit vous connaissez puissance de 10, sinon vous recalculez, mais 2 puissance 10, c'est 1024. 2023 moins 1024, ça fait 999. Donc, réponse B. Troisième question, Julie a obtenu 19 points en lançant 5 fois un dé standard. Combien de 6 au maximum peut-elle avoir obtenu? Alors, première chose, on peut se dire qu'elle a obtenu 3-6. Mais si elle obtient 3-6, elle obtient donc 18 points. D'accord? Il reste 2 dés. Donc au minimum, 2 points. Donc c'est impossible. Parce qu'elle aura au minimum 20. D'accord? Donc, on va dire qu'elle a fait 2-6, ce qui lui fait 12 points. Et effectivement, il lui reste 7 points à faire avec 3 dés. Donc c'est possible. Donc au maximum, elle peut avoir obtenu 2-6. Question 4. Alors, notre petite fourmi, donc c'est une fourmi qui part du point F et elle fait comme ça, elle parcourt un cylindre, d'accord? Donc, quelle est l'idée ici? Il faut bien comprendre son parcours. Voilà. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est déjà qu'en termes vertical, elle a parcouru toute la hauteur du cylindre. Le cylindre a une hauteur de 15, déjà. Donc, si j'appelle la longueur du trajet, on a déjà 15. Plus, eh bien, tout ce qu'elle a fait le long des diamètres de ce cylindre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que elle part de F et elle tourne toujours dans le même sens, cette fourmi. D'accord? Donc, l'idée, c'est de voir combien elle a balayé on va dire, de degrés. Donc, elle part d'ici et elle finit donc en face. Non, elle finit juste au-dessus en G. D'accord? Donc, elle a fait un nombre complet de tours. Alors, c'est un tour ou deux tours. Donc, on compte. Donc, ici, elle a fait... Ici, elle a tourné tout ça. Elle repart là, donc elle complète, elle continue ce tour. Ici, elle fait encore tout ça. Donc là, elle dépasse un premier tour. Voilà. Et donc après, elle complète un deuxième tour. Donc elle a fait 2 tours. Chaque tour fait 30 cm. Donc on a 15 plus 2 fois 30, ça fait 15 plus 60, 75. C'est donc la réponse E, la hauteur plus 2 tours complets. Combien d'entiers positifs ont exactement 3 diviseurs distincts? Les diviseurs étant 1, 2 et l'entier lui-même. Alors déjà, n, l'entier qu'on cherche, est forcément supérieur ou égal à 3, puisqu'ils doivent être distincts. Donc c'est pas 0 de toute façon. 0 ne divise personne. Ensuite, c'est pas 1 et 2, puisqu'ils sont déjà dans la liste. Donc il faut un entier différent. Donc c'est n supérieur ou égal à 3. Alors, ça veut dire que déjà, on cherche quelqu'un qui est divisible par 1. Bon, ça, tous les entiers supérieurs ou égaux à 3 sont divisibles par 1. Et qui est divisible par 2. Donc déjà, on peut dire que n est pair. Effectivement, n est divisible par 2, donc il est pair. Donc il s'écrit 2 fois p, p est supérieur ou égal à 2, parce que si p égale 1, ça fait 2, et donc ça ne serait pas 3 diviseurs distincts. Voilà, alors ça veut dire quoi? Ici, ce nombre p, regardons ce nombre p. Si p est strictement plus grand que 2, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, vous avez 1, 2, 2p, et p qui divise notre entienne. Et donc, ça ferait 4 diviseurs distincts. Et donc, ça, c'est impossible. D'accord? Puisqu'on veut 3 diviseurs distincts. D'accord? Ici, on a 4 nombres différents. Donc, ça veut dire que la seule possibilité, c'est p égale 2. Si p égale 2, alors, on a 1, 2 et 4. Effectivement, 1, 2 et 4, eh bien, c'est bien 3 nombres distincts. Le nombre 4, donc les diviseurs de 4, eh bien, vous les connaissez, c'est 1, 2, 4. Donc, c'est parfait. On a bien trouvé la seule possibilité où, eh bien, on a 3 diviseurs distincts avec 1 et 2 comme diviseurs et notre nombre. Voilà. Donc, la réponse, c'est 1. Il n'y a donc qu'une réponse possible, c'est la réponse B.
pour ceux qui ont un petit peu de mal, là, regardez, imaginez si j'avais pris, par exemple, n égale, on va prendre 6, ben, vous auriez eu 1, 2, 6, mais comme 6, en divisant par 2, ça fait 3, vous auriez dû rajouter 3. Donc vous avez ici la moitié du nombre que vous rajoutez là qui va s'amener comme un diviseur différent. Donc le seul cas où ça n'amène pas un nouveau diviseur, c'est quand vous prenez n égale 4, parce qu'en divisant par 2, vous retrouvez en fait le 2 qui était déjà là. Voilà. 6e, Emma colorie le drapeau à 3 bandes, si contre, elle veut que chaque bande soit d'une seule couleur et que 2 bandes adjacentes soient de couleurs différentes. D'accord? Couleurs différentes. Donc, de combien de manières peut-elle le faire si elle dispose de 4 couleurs? Alors, du dénombrement assez classique. Hein. Vous avez donc combien de choix si on colorie la première bande? Vous avez donc 4 possibilités. Donc, 4 choix pour la première couleur. Mais une fois que vous avez mis la première couleur, par exemple, en jaune, hein, la deuxième couleur, ça ne peut pas être jaune. Donc, vous n'avez plus que 3 choix ici. 3 choix pour la deuxième bande. Hein, imaginez, vous l'avez faite en vert. Hein, ça donnerait ceci. Qu'est-ce qui vous reste comme choix? Eh bien, vous n'avez plus droit au vert, mais vous avez à nouveau droit au jaune. Donc ici, vous avez encore 3 choix. Ce qui fait principe de dénombrement, c'est un arbre. On multiplie. 4 fois 3 fois 3, 3 fois 4, 12 fois 3, 36. Ça tombe bien. Hein, c'est proposé, donc c'est la réponse D. 7e question. Combien de coupes d'entiers strictement positifs x, y? Donc x appartient à n étoiles. Y appartient à n étoiles des entiers strictement positifs. Et nous, on veut x plus 2y égale 2 puissance 10. Combien est-ce qu'il y a de couples? Eh bien, regardez ce qu'on peut faire. Hein. On transforme, je mets le 2y de l'autre côté par soustraction. 2 puissance 10 moins 2 fois y. Du côté droit, je factorise par, donc ici, je peux factoriser par 2. 2 puissance 10, c'est 2 fois 2 puissance 9, moins y. Donc x s'écrit 2 fois 2 puissance 9 moins y. Et x est un entier, donc ici, positif, hein, évidemment, strictement. Donc ça appartient à n étoile. Donc ça veut dire que ce produit 2 fois 2 puissance 9 moins y doit être dans n étoiles. Ça veut dire que 2 puissance 9 moins y doit être donc un entier strictement positif. D'accord? Et donc à chaque fois que vous avez une possibilité pour 2 puissance 9 moins y, vous aurez un x qui correspond. Ça veut dire qu'ici, hein, eh bien, ça doit être, donc, on doit avoir 2 puissance 9 moins y strictement positif, donc y doit être strictement plus petit que 2 puissance 9. Mais y doit être un entier, non nul, donc on a y entier entre 0 et 2 puissance 9. Combien y a-t-il d'entiers entre 0 et 2 puissance 9? Eh bien, on va donc de 1 jusqu'à 2 puissance 9 moins 1, parce que c'est strict, hein. D'accord? Ça veut dire qu'ici, y, il est donc supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 2 puissance 9 moins 1. Et donc, on a 2 puissance 9 moins 1 possibilité, hein, pour y. Et donc, à chaque possibilité de y, vous avez un x qui est associé. Donc, la réponse est 2 puissance 9 moins 1. C'est donc la proposition A. Question 8. Sachant que 5 est solution de l'équation suivante, lequel des nombres proposés est aussi solution? Posons grand x égale petit x plus 1. L'équation devient grand x4 plus moins 34 grand x2 moins 72. Ce qu'on remarque ici, c'est que les deux puissances ici, hein, les deux exposants, sont pairs. Exposants pairs, ça c'est intéressant. Parce que ça veut dire que si x, donc la conséquence, hein, donc si grand x0 est solution, puisqu'on a des exposants pairs, ça veut dire que moins grand x0 est aussi solution. Or, on sait que 5 est solution, donc, mais attention, 5 c'est petit x plus 1, hein, d'accord? 5 c'est petit x, pardon, donc, or 5 est solution, donne, donc 5 vous donne grand x, alors je vais appeler grand x, donc égal 6, donc 6 est solution de mon équation, 6 est solution donc de l'équation en grand X, donc avec la remarque sur les exposants pairs, moins 6 est solution de l'équation en grand X. Ça veut dire qu'ensuite on réinverse, ça veut dire que moins 6 égale petit x plus 1. Hein, donc vous cherchez, ça veut dire que ça correspond à petit x plus 2 égale moins 7. Donc moins 7 est solution de l'équation en petit x. Et donc, ça veut dire qu'ici, c'est la proposition E. D'accord?
Donc, important dans l'exercice, c'est les exposants pairs qui font que si une solution, grand X est solution, eh bien moins grand X aussi, et après vous, hein, il y a juste un petit passage entre ce petit X et ce petit grand X à gérer. Question donc, ici 9. Alors, on a deux triangles équilatéraux, hein, ça forme ici donc à l'intérieur un hexagone, et on a des côtés parallèles. Important, hein, ça donc est parallèle à ça. Alors après, comme ils sont équilatéraux, eh bien vous aurez ça qui est parallèle à ça. Et dernière, donc ça est parallèle à ça. Donc on vous donne des longueurs de 4 côtés ici, quel périmètre de l'hexagone grisé. Une fois que vous avez compris ça, ben, ça va aller vite, parce qu'ici on a 15, comme là on a un triangle équilatéral, j'ai donc 15 ici, 15 ici, là j'ai 6, j'ai donc 6 et 6. 11, j'ai donc 11 et 11. Ici 12, j'ai donc 12 et 12. Alors ça me permet de faire quoi? Bien, regardez ici, je prends ce côté-là, je vais le surligner que vous le voyez bien. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a toutes les longueurs, 6, 15 et 11. Donc, ça veut dire que ici, 6 plus 15 plus 11, on fait donc 6 et 15, 21 et 11, 32. En fait, nos grands triangles, ils font 32 de côté. Ça veut dire que ici, sur ceci, eh bien, à chaque fois, ça, ces deux choses-là, ça mesure 32. Or, vous avez déjà 12 et 11. Donc 32 moins 12 plus 11, ça fait 32 moins 23, ça fait 9. Conclusion très intéressante, j'ai ici 9, d'accord? Donc 9, 9 et 9, puisque ce triangle est équilatéral, et on applique la même recette. Ici, j'ai encore un côté qui fait 32, et regardez, j'ai déjà en fait 9 et 6, donc je fais maintenant, pour avoir ce côté, 32 moins 9 plus 6, qui me fait 32 moins 15. 32 moins 15, ça fait 17. Donc, maintenant, ici, j'ai 17. Et maintenant, ben, regardez, dans mon, ici, hexagone, j'ai tous les côtés. Je n'ai donc plus qu'à faire la somme de tous les nombres que j'ai trouvés. Alors, ça donne quoi? Donc, je vais partir du 6, plus 15, plus 11. On avait déjà vu que ça faisait 32. Plus 12, plus 9, plus 17. Donc ici, je vous ai dit, les trois premiers font 32. 19, 12 et donc 21, 21 et 17. 21 et 17, ce qui me fait 38. Et j'ai donc 70. Pardon, 70. Est-ce que c'est proposé? Oui, c'est la réponse D. Ça fait donc 70. Quel est le chiffre des unités du produit? Donc 5 puissance 5 plus 1. Plus 5 puissance 10 plus 1, plus, enfin, fois... Oh. 10e question, quel est le chiffre des unités du produit 5 puissance 5 plus 1 fois 5 puissance 10 plus 1 fois 5 puissance 15 plus 1? Alors, ici, regardons 5 puissance 5 plus 1. Alors, il faut savoir que 5 puissance 5, ça finit par un 5. Hein. 5 ça fait 5 fois 5 fois 5. Dès qu'on fait des puissances de 5, hein, 5 puissance n, hein, avec n... Donc, supérieur ou égal à 1, un nombre supérieur ou égal. Donc, ça finit par un 5. D'accord? Donc, 5 puissance 5 plus 1 finit par un 5. 5 plus 1, enfin, finit par un 6. Et c'est la même chose pour 5 puissance 10 plus 1 et 5 puissance 15 plus 1. Donc, les trois finissent par un 6. Et quand vous multipliez entre eux des nombres qui finissent par un 6, eh bien, le produit finit par un 6. Vous pouvez vérifier, hein, je vais l'expliquer peut-être. Le démontrer, mais ici c'est donc, ça finit par un 6, c'est donc la réponse E. Une preuve, hein, chacun des trois finit par un 6, donc c'est écrit 10 fois un entier plus 6, 10 fois un autre entier plus 6, 10 fois un troisième entier plus 6, hein. K, K', K seconde, c'est des entiers. Quand vous multipliez tout ça, hein, vous pouvez vérifier, vous pouvez tout factoriser par 10, il y aura ici tout un entier, voilà. Plus le produit 6 fois 6 fois 6, et 6 fois 6 fois 6 au cube, c'est donc ici. Donc vous aurez 10 fois un entier, plus 216, et donc ça, eh bien, ça s'écrit, forcément, ça finit par un 6. Voilà, puisque, si vous voulez, ça fait 10 fois un entier, plus, donc 21 fois 10, plus 6. D'accord? Donc, le chiffre des unités, c'est ce 6-là. Voilà. Alors après, on peut passer par les congruences, pour ceux qui l'ont fait en maths expert. Ça se réserve donc au terminal maths expert. Vous passez modulo 10, votre nombre, donc toutes les puissances
Donc 5 puissance 5, 5 puissance 10 et 5 puissance 15, hein, eh bien, elles valent 5 modulo 10. D'accord? Ça veut dire que dans votre produit, tout le monde vaut 6 modulo 10. Donc le produit, alors je vais l'appeler P. Hein, il vaut donc 6 fois 6 fois 6 modulo 10, c'est-à-dire 216 modulo 10. Et donc 216, c'est 6 modulo 10. Donc le chiffre ici, hein, des unités, c'est 6. Question 11. Les trois carrés ici de la figure suivante ont des côtés qui mesurent 3, 5 et 8. C'est assez clair. On trace ici donc ce segment. Voilà. Quel est l'aire du trapèze grisé? Alors, il s'agit ici d'une configuration de Thalès. Là, hein, donc les côtés, je les connais. 3, 5, 8. Donc ça fait 8 et 8. 16. Donc le grand triangle que vous avez, hein, qui est ici, donc rectangle, il a donc ici 8 et 16. D'accord? Ça veut dire que c'est un triangle ici, 8, 16. Alors ce qu'il faut remarquer, je vais vous les montrer ici, c'est que les petits triangles qui sont ici, hein, celui-ci par exemple, hein, il a les mêmes angles que celui dont je viens de vous parler. Donc les côtés sont proportionnels. Ça veut dire qu'ici, bien la hauteur, enfin, le côté vertical sera 2 fois plus petit que le côté horizontal. Et vous aurez exactement la même propriété dans le petit triangle qui est ici. D'accord? Ça veut dire qu'on va commencer par ce petit triangle vert. Vous avez ici, on va dire, une base qui vaut 3. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, puisque les côtés sont proportionnels, ici, vous aurez la moitié de 3, c'est-à-dire 1,5. La hauteur du petit ici, hein, à cet endroit-là, on a 1,5. Ensuite, le orange, sa base fait 3 plus 5, 8. Il est semblable aux deux premiers. Donc, ici, la hauteur, hein, c'est donc la moitié de 8, c'est 4. Donc, on a trouvé ici, hein, eh bien, les longueurs, hein, des bases de notre trapèze. On a 4 ici et 1,5. Et vous avez la hauteur qui vaut 5. Donc, regardez sur la figure qui est là. Donc, ici, j'ai 5. Ici, j'ai 4. Ici, j'ai 1,5. Donc, formule de l'aire d'un trapèze. C'est base, grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Donc, grande base, c'est 4. Petite base, c'est 1,5. Donc, 4 plus 1,5 multiplié par la hauteur qui est 5 sur 2, ce qui fait 5,5 fois 5 sur 2. D'accord? Ce qui me fait donc 5,5 fois 5, ça fait 27,5 sur 2. Si je regarde en mettant sur 4, ça me fait donc 55 sur 4. Pour ceux qui ont oublié l'aire d'un trapèze, c'est très simple. Eh bien, un trapèze, c'est un demi-rectangle. Imaginez que je remette le même trapèze ici. Et dans l'autre sens, là je mets 4, là je mets 1,5. En faisant ça, vous formez un grand rectangle dont l'aire sera 5 fois la hauteur ici, qui est la somme 4 plus 1,5. Et comme vous l'avez doublé, il faudra diviser par 2. Donc on retrouve la fameuse formule. Donc 55 quarts, c'est la réponse B. Donc l'idée, hein, c'était de remarquer que les triangles ici étaient semblables, c'est-à-dire que, ayant les mêmes angles, ils ont des côtés dont les longueurs sont proportionnelles. Proportionnel bien sûr l'un par rapport à l'autre, c'est du Thalès. Pour ceux qui ont du mal avec Thalès, je rappelle SOHCAHTOA, ici on a θ, 8, 16, ça veut dire que TOA c'est donc la tangente de θ qui est le côté opposé, 8 sur 16, donc c'est 1,5. Hein. Donc si vous placez dans des triangles qui ont le même θ ici, qui sont rectangles, si là j'appelle la longueur donc, de l'adjacent et l'opposé, hein, j'ai tangente donc de θ qui est donc opposé sur adjacent. Je vous ai dit que ça valait 1,5. Donc, le côté opposé, eh bien, c'est la moitié du côté adjacent. C'est pour ça qu'ici, on peut diviser le 3 par 2 et le 8 par 2, et ça donne 1,5 et 4. Sophia a décidé d'économiser de l'eau. Elle réduit d'un tiers la durée de ses douches et d'un quart le débit de l'eau. Voilà. De quel pourcentage a-t-elle réduit? Alors, c'est assez simple. Imaginez le volume qu'elle consomme donc avant, que je vais appeler VA ou volume initial plutôt, ça sera plus habituel. Le volume initial, qu'est-ce qui arrive? Tout d'abord, elle réduit de 1 tiers. Donc ça veut dire que pour avoir le nouveau volume, il faut multiplier par 2 tiers. Elle consomme encore 2 tiers de ce qu'elle consommait. Ensuite, elle réduit d'un quart. Donc là, on a une multiplication par 2 tiers qui est en fait donc, moins 1 tiers. Et ici, elle réduit d'un quart, donc elle consomme encore 3 quarts. Donc là, on multiplie par 3 quarts. Donc on fait
notre 3/4 fois 2 tiers, notre valeur initiale. Donc, c'est ce coefficient qui est intéressant. 3/4 fois 2 tiers, ça veut dire qu'elle multiplie son volume initial d'eau. On simplifie par 3, puis par 2, il me reste 1,5. C'est donc 0,5. C'est donc 50%. Donc, on multiplie le volume initial par 50%, donc on perd 50%. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse E. Autre façon de faire, vous pouvez aussi supposer, par exemple, qu'elle consomme 100 litres. D'accord? Donc, elle réduit d'un tiers la durée. Donc, alors, 100 litres, c'est pas divisé par 3. Donc, astuce, on va plutôt partir sur un volume de 300 litres. Imaginez, elle consomme 300 litres par douche. Donc, maintenant, elle ne consommera plus que 200 puisqu'elle a économisé un tiers. Ensuite, elle réduit le débit d'un quart. Donc, au lieu de faire du 200, elle va enlever 50. Elle aura donc consommé 150 litres pour 300 litres de départ. C'est donc une réduction de 50%. 13e question. Pas la plus facile, il faut avoir l'idée. Un tétraèdre, ici, des arêtes dont les longueurs sont des nombres entiers. Ça, c'est vraiment l'indice très, très important, un capital. 4 de ces longueurs sont indiquées sur la figure. Quelle est la somme des longueurs des deux autres arêtes? Autrement dit, je cherche la somme de ceci et de ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, on va utiliser des propriétés sur les longueurs d'un triangle. On va commencer par regarder l'arête ici en vert que j'ai appelée A. Elle est commune à deux triangles. Triangle A, 3, 4 et 7, 2, A. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, pour aller de là à là, en faisant un détour, on fait 7. Donc, forcément, A est inférieur strictement à 7. Comme A est un entier, ça nous dit que A est inférieur ou égal à 6. Donc, regardez le deuxième triangle. On a donc A qui est inférieur ou égal à 6. Maintenant, dans le deuxième triangle, on a 7 ici. En prenant un détour, on fait A plus 2. Donc, 7 est forcément strictement plus petit que A plus 2. Sinon, le triangle, ça n'irait pas, d'accord? Puisque, eh bien, vous n'arriveriez pas ici à le fermer, parce que la somme ici serait trop courte par rapport à un trajet initial. Donc, ça veut dire que, en transformant, ça veut dire que ici 5 est strictement plus petit que A, donc A est strictement plus grand que 5, mais comme A est un entier, A est supérieur ou égal à 6. On a un A qui est inférieur ou égal à 6, supérieur ou égal à 6, donc A est égal à 6. D'accord? Pour l'arête B, ici en orange, elle est commune à deux triangles. Et on va faire la même chose ici. On a un trajet qui fait B. En faisant un détour, on fait 2 et 4. Donc B est strictement plus petit que 6. Donc B est inférieur ou égal à 6. Inférieur ou égal à 5. D'accord? Puisqu'il est entier. Dans l'autre triangle, on a encore ici 7. 7 va être strictement plus petit que B plus 3. Donc ça veut dire que 4 est strictement plus petit que B, donc B est strictement plus petit que 4. Comme c'est un entier, donc B est supérieur ou égal à 5. On a B inférieur ou égal à 5, B supérieur ou égal à 5, donc B est égal à 5. Ça veut dire que là, on a notre deuxième arête. Il y en a une qui fait 6, une autre qui fait 5. La somme des deux fait 11. C'était la réponse C. Donc le ressort de cet exercice, c'est la fameuse inégalité triangulaire qui dit que AB est strictement plus petit que AC plus CB. D'accord? J'ai utilisé dans 4 triangles différents. 14. On nous parle de n factoriel. Donc n factoriel, c'est le produit de tous les entiers strictement positifs de 1 à n. Exemple, si on fait par exemple 6 factoriel, eh bien, vous faites donc 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. Donc si on fait 7 factoriel, on va en avoir besoin. C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7. Voilà. Donc ici, on a k factoriel. On ne connaît pas k, donc c'est 1 fois 2, etc. jusqu'à grand K. Et on sait que c'est égal à ce que je viens d'écrire. Donc l'idée, elle est assez simple. Il faut écrire ce produit ici, sous forme d'un produit d'entiers successif. Donc j'ai déjà le 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7. Et maintenant, il faut écrire fois 8, fois 9, etc. jusqu'à ce qu'on puisse. Donc, tous ces nombres-là, il faut que je les incorpore ici. Donc déjà, est-ce que je peux faire fois 8? Ben oui, en prenant le 2. Si je prends le 2 ici et le 4, je fais fois 8. Donc, je vais les écrire là et les supprimer au fur et à mesure. Donc, j'ai à ma disposition tous les nombres de 1 à 6. Évidemment, le 1, on l'oublie, il faut 1. Ensuite, le 8, je le fabrique avec 2 fois 4. Maintenant, est-ce que je peux fabriquer fois 9? Il faut 2, 3. Alors ça tombe bien parce que dans 6 ici, ce 6 là, je vais l'écrire 2 fois 3. Je vais donc prendre
ce 3 qui est ici, et ce 3 qui est là pour faire x9. Qu'est-ce qu'il me reste? Un 2 et un 5, ça tombe bien, ça fait x 10. Donc vous voyez qu'avec ça, j'ai réussi à faire 10 factoriels. Donc ça veut dire que le nombre k est égal à 10. Donc la somme des nombres des chiffres de k, c'est 1. La bonne réponse, c'est la réponse A. Les représentations graphiques des fonctions qui x associé x cube plus 3x2 plus ax plus a plus 3 ont tout un point commun, quel que soit a, qui est la somme des deux coordonnées de ce point. Alors déjà, il faut trouver la valeur de a, qui fait que toutes ces courbes se coupent dans un même point. Donc comment fait-on? Pour aller très vite, les fonctions, elles ont ces expressions-là. Il faut trouver une valeur de x pour laquelle ça donne toujours le même résultat. Donc l'idée, eh bien, ça serait que de trouver une valeur de x pour laquelle ça fait toujours, une constante, d'accord? Donc regardez, si on prend par exemple x égale 2, pour x égale 2, ça fait 2a plus 2a, ça ne s'annule pas. Mais si je prends x égale moins 2, eh bien, a fois moins 2 plus 2a est égal à 0. Donc ça veut dire que quel que soit a, donc quel que soit a, appartenant donc à R, fa de moins 2 est indépendant de a, c'est donc une constante. Ça fait quoi? Ça fait donc moins 2 au cube, plus 3 fois moins 2 au carré, plus donc a fois moins 2 plus 2 plus 0, donc plus 3. Ce qui me fait moins 8, donc plus 3 fois 4, 12, on fait bien attention, plus 3. 15 moins 8, ça me fait 7. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien que le point de coordonnées moins 2, 7, que je vais appeler le point A, il appartient aux courbes de toutes les fonctions f de petit a. Et donc, on a déjà terminé. La somme des deux, 7. On veut la somme des coordonnées. Donc, 7 plus moins 2, ça fait 5. Donc, la somme des coordonnées de ce point, c'est 5. On a déjà terminé. Donc, c'est ni 2, ni 3, ni 8, ni 9. C'est un autre nombre que les 4 donnés ci-dessus. Alors, l'autre idée, eh bien, c'est de prendre deux expressions pour deux valeurs de a différentes, de les égaliser. C'est-à-dire qu'ici, on va déjà trouver l'intersection entre deux courbes parmi toutes les courbes. Donc ici, je vais prendre... Voilà, alors je ne vais pas prendre x, je vais prendre a' plus 2a' plus 3. On voit bien que tout s'annule quasiment. D'accord? Les cubes, les x carrés, ensuite les 3, il me reste le reste. Donc c'est une équation en x, je mets tous les x à gauche, j'aurai a moins a' de x égale donc 2 fois a' moins a. Donc on suppose évidemment que a est différent de a', c'est deux courbes de valeurs différentes de a. Donc je trouve que x, vous voyez, ça se simplifie, x égale moins 2. Donc entre deux courbes quelconques, le seul point commun pour abscisse moins 2. Et donc, eh bien après vous calculez l'image de moins 2, on avait trouvé 7, et on retrouve le même résultat. 16e question, on complique progression. M1, M2, M3, M4, M5 sont 5 nombres dont la somme vaut S. Ensuite, K donc varie de 1 à 5, d'accord? Donc ça fait, justement, c'est pour ça que MK, ça décrit M1 jusqu'à M5. Et à chaque fois, MK vaut K plus S. Alors là, c'est juste de l'écriture, c'est-à-dire que M1 vaut 1 plus la somme, M2 vaut 2 plus la somme, M3, 3 plus la somme, M4, 4 plus la somme S, et M5 vaut 5 plus la somme S. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on additionne ces 5 choses. Donc, M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5, ça va faire donc ce qu'on appelle la somme. Pour k égale 1 à 5 des MK, on sait que ça vaut S, justement, comme ça. Ensuite, on ajoute donc les membres de droite. On aura 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Plus S plus S plus S plus S plus S plus 5 fois S. Voilà, on a donc une petite équation. On met 5S de l'autre côté. S moins 5S moins 4S va être égal à cette somme. Alors, c'est la somme des entiers de 1 à 5. Si vous connaissez la formule, ça fait donc n fois n plus 1 sur 2, donc 5 fois 6 sur 2, 30 sur 2, 15. Sinon, vous additionnez, voilà. Et donc, on vient de trouver, donc je vais écrire un 5 bien lisible. Donc, S vaut 15 sur moins 4, donc moins 15. Car on a déjà terminé, assez rapide. Voilà. 17. Assez rusé. Un test, donc 90% ont bien orthographié le mot Walibi, 80% ont bien orthographié échidné et 70% ont bien orthographié ornithorynque. Quel est le pourcentage minimal de gens, de participants ayant bien orthographié les 3 mots?
90% ont bien orthographié, donc Walibi. Conséquence, donc ça veut dire que les 10% ont une faute à Walibi. Je vais prendre le contraire, d'accord? Ensuite, 80% ont bien orthographié Équidné. Donc 80% ont bien orthographié, donc ont bien à Équidné. Je mets un E. Ça veut dire que 20% ont une faute au mot Équidné. Et maintenant, 70% ont bien orthographié, donc ont bien à ornithorynque. Donc 30% ont une faute à ornithorynque. Conséquence, regardez, quel est le minimal qui ont bien orthographié? Donc quel est le maximum? En fait, on va prendre le contraire. Quel est le maximum de gens qui peuvent avoir fait une faute? Eh bien ici, 10% fait une faute à l'un, 20% à l'autre, 30% au troisième. Eh bien, imaginez que ce ne sont pas les mêmes. Ça veut dire qu'au maximum, 60% ont fait une faute. Donc, ont au moins une faute. Donc, quand on prend le contraire, eh bien, donc, ça fait bien 60. Donc, 40% n'ont au minimum n'ont aucune faute. Aucune faute. Donc, la réponse est 40%. C'est la réponse B. Vous voyez, il fallait penser à passer par ceux qui ont fait une faute plutôt que de rester sur ceux qui ont bien orthographié. Combien de couples d'entiers, alors ça peut être des entiers positifs ou négatifs, entiers relatifs, ici vérifie une égalité avec des valeurs absolues, valeur absolue de 2m moins 2023, plus valeur absolue de 2n moins m est inférieur ou égal à 1. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, quel que soit x appartenant donc à R, une valeur absolue, c'est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, vous avez ici une somme de deux nombres qui sont positifs. 2m moins 2023, c'est donc un nombre positif. La valeur absolue de 2n moins m, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, la somme, elle est supérieure ou égale à 0. Puisque vous ajoutez deux nombres supérieurs. Donc, conclusion, comme elle est inférieure ou égale à 1, donc la somme 2m moins 2023 plus 2n moins m, eh bien, elle appartient soit à 0, soit elle vaut soit 0, soit 1. Premier cas, si la somme vaut 0, vous avez deux nombres positifs dont la somme vaut 0. Donc, par conséquent, les deux valent 0. Donc ça, la première absolue vaut 0 et en même temps, la deuxième vaut 0. C'est obligatoire. Quand une valeur absolue vaut 0, propriété, je la rappelle en bas, valeur absolue égale à 0, ça veut dire que le nombre qui est dedans est nul. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, 2m moins 2023 est égal à 0. Donc m serait égal à 2023 sur 2. Et ça, c'est impossible. Car m est un entier relatif. Donc ici, on a un nombre qui n'est pas entier puisqu'on a un nombre impair divisé par 2. Donc le premier cas est impossible. Il nous reste le deuxième cas, la somme vaut 1. On a donc deux entiers positifs dont la somme vaut 1. Donc on a deux sous-cas. Premier sous-cas. Eh bien, 2m moins 2023 est égal, en valeur absolue, à 0. Et 2n moins m vont... Alors ça, c'est impossible. On l'a vu tout à l'heure. La première valeur absolue ne peut pas faire 0, sinon m ne serait pas entier. Donc on a, par conséquent, le deuxième sous-cas, c'est que 2m moins 2023 en valeur absolue est égal à 1. Et 2n moins m en valeur absolue vaut 0. Comme ça, la somme fait bien 1. Ici, une valeur absolue égale à 1. Ça veut dire que 2m moins 2023 est égal à 1. Ou 2m moins 2023 est égal à moins 1. Donc, ça veut dire qu'ici, 2m égale 2023 plus 1, ça fait 2024. Donc, m est égal à la moitié de 2024, 1012. Ensuite, 2n moins m égale 0. Ça, donc, ça veut dire que 2m est égal à m. D'accord? Donc, m est égal à... Enfin, donc, n est égal à m sur 2. n est égal à m sur 2. Donc, 1012 sur 2, 506. Ensuite, on vérifie parce qu'on a raisonné avec des donc. Comme vous remplacez n par 506, évidemment, ici,
Donc ça fera 2 fois donc m, donc 2 fois 1012 moins 2003, ça fait 1, plus 0, ça fait 0. Hein. Donc ça marche. Et deuxième cas, 2m égale donc 2023 plus donc moins 1, ça fera 2022. M va donc être égal à 1011. N, dans ce cas-là, vaudrait 1011 sur 2, c'est impossible, puisque M est un entier. Donc une seule possibilité, c'est ce couple 1012-506 qu'on a vérifié, qui marche bien. Donc il n'y a qu'un couple d'entiers, c'est donc la réponse B. N est un entier naturel non nul. D'accord? Quel est le plus grand diviseur commun de tous les nombres de la forme? Voilà, plein de cubes ici. Alors, donc ici, N appartient à grand N étoile. Regardons ce nombre. Ne regardons pas pour l'instant les cubes. Ce qu'on peut remarquer sur un nombre comme ceci, c'est que c'est donc un nombre qui c'est 5 entiers consécutifs. D'accord? 5 entiers positifs. D'accord? Tous non nuls consécutifs. Donc, il faut trouver des nombres qui divisent toujours ce nombre-là. D'accord? Alors, tout d'abord, c'est 5 nombres consécutifs. Donc déjà, ça veut dire que sur 5 nombres, on a toujours au moins, déjà, 2 multiples de 2. Par exemple, ici, si vous commencez par 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 2 nombres pairs, dont l'un est forcément multiple de 4. Donc on a au minimum, on a un multiple de 2 et un multiple de 4. Donc on a au minimum des facteurs 2, des facteurs 8. Donc c'est au minimum divisible par 8. D'accord? Et c'est vraiment... Et donc si on fait l'ensemble commun, eh bien, voilà, vous avez donc toujours 2 et 4. Vous n'avez pas plus, parce que dans cet exemple-là, par exemple, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas mettre un autre 2. Ensuite, si je regarde ceci, j'ai aussi, parmi donc 5 entiers consécutifs, il y a toujours au minimum un multiple de 3. Voilà, c'est obligé, c'est un seul, parce que dans ce premier exemple... Alors après, si j'avais pris 2, 3, 4, 5, 6, vous en aviez 2 là, d'accord? Mais comme on doit prendre commun de tous les nombres, ben, il faut que je fasse vraiment au minimum. Donc j'ai un 2, un 4, un 3. Il y a 5 nombres, mais il y a aussi un multiple de 5. D'accord? C'est sûr, ça, voilà. Donc ça veut dire qu'au minimum, vous avez en fait le produit 1 x 2 x 3 x 4 x 5. Donc ça, vous le trouvez partout. Et donc ça fait 2 x 4, 8 x 3, 24. 24 x 5, 120. Alors, c'est pas forcément utile de calculer 120, mais ça veut dire qu'ici, on a 2 puissance 3 x 3 x 5 qui est commun. Et c'est le maximum commun parce que dans le premier produit 1 x 2 x 3 x 4 x 5, on a exactement ce nombre-là. Maintenant, on met au cube. D'accord? Donc, au final, on va avoir 2 puissance 3 x 3 x 5 au cube qui est commun. Et c'est vraiment le minimum. Donc j'aurai 2 puissance, les propriétés suivantes, 2 puissance 9 fois 3 puissance 3 fois 5 puissance 3. Quelle est la réponse qu'on m'annonce? Ici, 2 puissance 9 fois 3, c'est la réponse E. Voilà. C'est le plus grand diviseur commun parce qu'on a montré que c'est bien un diviseur et c'est le maximum qu'on prend puisque c'est le premier nombre de tous ceux qu'on traite, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 au cube. Alors 20, donc vous avez un pion qui est la forme d'un tétraèdre avec une face ici qui est grisée, qui pour l'instant est posée sur le sol. Alors elle est verte, pardon. Mais bon, on va considérer que c'est gris, donc elle est posée ici. Donc au début, votre face ici grisée verte est là. Et on va la faire tourner, pivoter, enfin basculer d'une case triangulaire à une autre sur ce tapis de jeu. Et la question, c'est pour quand est-ce qu'il va se retrouver une deuxième fois sur la phase ici qui est grisée et censée être verte. Alors la meilleure façon de faire ça, c'est vraiment sur GeoGebra. Donc voici, je pose donc ma pyramide avec sa face verte donc sur la phase X. Vous voyez ici, on a donc le truc de départ. Donc ici, premièrement, eh bien, on va faire tourner une première fois. On obtient ceci. Vous voyez, la face verte est passée à cet endroit-là. Donc ici, on peut, si on veut, peut-être effacer au fur et à mesure les autres. Voilà. Donc ici, on est passé. Ensuite, quand je vais pencher, l'avantage de ce c'est qu'on peut tourner. Vous voyez, ici, quand je vais tourner cette face verte, eh bien, vous allez la retrouver ici. Donc après, en tournant encore une fois, elle va se retrouver. Donc ici, on peut peut-être effacer au fur et à mesure. Je retourne une fois de plus. Voilà. D'accord, cette face verte en tournant, vous imaginez qu'elle est restée ici. Voilà. Ensuite, on continue à tourner. Donc elle n'est toujours pas au sol. On obtient ceci. Elle est restée sur le côté. Voilà. Ensuite, ici, on va tourner. Donc en tournant, eh bien là, la face verte, regardez, elle va se retrouver ici.
D'accord? Puisqu'elle était à l'extérieur, elle se retrouve là. Peut-être comme ça, on le voit mieux. Voilà, en tournant. Et donc, conséquence, on est ici. Et maintenant, quand on va pivoter, la face verte va se retrouver sur le sol. Voilà, pour la dernière étape. D'accord? La face verte pivote sur le sol. Donc, c'est vraiment au dernier moment, ici, sur la case E, que la face verte est revenue sur le sol. Donc, je vous montre. On refait ça encore une deuxième fois. C'est assez joli, d'ailleurs. Donc, on a ceci. Alors, notre première pyramide, je vais quand même la faire. Voilà. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Ensuite, je pivote une première fois. Vous voyez, je refais le vert est là. Ensuite, le vert va sur l'extérieur. Reste sur l'extérieur. Reste encore sur l'extérieur. Par contre, ici, elle va passer à l'intérieur. Et ensuite, se rabat sur le sol. Et donc, c'est la réponse. Alors, tout ça, évidemment, vous essayez de l'imaginer de tête. Hein. Pas évident, ça, il faut vraiment être très concentré. Question 21. Donc, au cinéma, on a 23 sièges. D'accord, c'est une rangée de 23 sièges avec des koalas et des kangourous. D'accord, un animal par siège. Chaque animal a au moins un kangourou assis à côté de lui. Combien au maximum on peut mettre de koalas? Alors, une première remarque importante, c'est qu'à chaque fois que vous mettez un kangourou, alors les kangourous, je vais l'appeler A pour le A de kangourou, et le koala, ça sera O pour le O de koala. Donc, à chaque fois que vous mettez un kangourou, il faut forcément qu'il y ait à côté un kangourou, que ce soit à droite ou à gauche. Donc, les kangourous, hein, quand ils sont, eh bien, quelque part, il faut forcément qu'ils soient par deux. Donc, chaque fois que vous avez un A, vous avez un deuxième A à côté. Ça, c'est obligatoire. Donc, si on veut optimiser le nombre de koalas, donc je commence par mettre un koala à gauche, d'accord? Donc, à côté, ben, je dois mettre obligatoirement un kangourou. Mais comme je vous ai dit, les kangourous, ils marchent toujours par deux. Donc, je suis obligé de mettre un deuxième kangourou à côté, pour que ce kangourou-là ait un kangourou à côté de lui. Donc, après, si je veux optimiser, je mets un O, donc un koala, qui est bien à côté d'un kangourou. Mais ça veut dire qu'après, je peux mettre un deuxième koala, à condition de mettre un kangourou à droite. Vous voyez? Comme ça. Donc, l'idée, c'est que maintenant que j'ai mis un deuxième kangourou, ben, je fais un premier kangourou, je dois mettre un deuxième, et ainsi de suite. Donc, on peut au maximum faire ça. O, 2A, O, 2A, O, O, A, A. Et on va aller voir jusqu'au bout, ce que ça nous donne à la fin. Parce qu'il faut toujours aller jusqu'au bout. Voilà, donc quand on arrive ici, on a un koala, un deuxième koala. Et si je mets ici un kangourou bien à côté, il faut que je mette encore un kangourou pour qu'il y ait un kangourou à côté de ce kangourou d'avant. Donc voilà notre position maximale. Donc je regarde, j'ai donc 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Au maximum, on peut mettre donc 11 koalas. Question 22. Celle-là n'est pas facile, surtout en temps limité. Un pentagone, donc c'est un côté, et découpé en plein de petits, ici, polygones. Hein. Il y a au milieu un quadrilatère, et puis après, il y a des triangles. Et vous avez l'air des triangles, et vous cherchez l'air du quadrilatère grisé. Voilà, à vous de jouer. Alors, je vais vous faire une première remarque. Vous allez voir que ça va vous aider. Donc, prenons un triangle, voilà. Et ici, hein, je fais comme dans l'exercice, je prends le sommet et je relie à un point quelconque de ce que je peux appeler la base qui est ici. Voilà. J'obtiens ici une longueur A, une longueur B. Regardez l'air des deux. Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien déjà, une chose qui est assez sympa, c'est que ces deux triangles, là, ouais, il y a un triangle de base A et un petit triangle de base B, ils ont la même hauteur tous les deux. D'accord? Donc l'air que je vais appeler grand A, ici, de celui qui a une base A, c'est quoi? C'est la base A fois la hauteur divisée par 2. L'air de celui-là, hein, donc là j'ai une aire A et une aire B, eh bien, c'est pareil, c'est la base, donc, par contre c'est petit, fois la même hauteur. Donc, on a ici en commun la hauteur. Alors, regardez, dans le premier, H, c'est donc 2 fois grand A sur petit a, et dans l'autre, H, c'est donc 2 fois grand B sur petit b. Et par conséquent, on a quelque chose de très intéressant, regardez, c'est que, eh bien, grand A sur petit a égale à grand B sur petit b. Alors ça, c'est intéressant. Autrement dit, grand A fois petit b est égal à grand B fois petit a. Comme ça, on a un lien entre les aires et les longueurs ici de nos petits triangles situés sur la base. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais couper ça ici en deux. Et je vais m'occuper, regardez, je fais de ceci. Là, j'ai ce triangle 9, 3 et 2. Et la base, hein, je vais considérer que c'est ceci. Je vais m'intéresser vraiment à ce segment ici. Là.
et utiliser cette propriété pour obtenir une information sur cette R-là. Je vais pouvoir la trouver. Si je modifie ça en mettant toutes les grandes lettres du même côté, j'ai donc A sur grand B qui est égal à petit a sur petit b. Or, dans cette figure que je vous ai écrite ici, que j'ai dessinée, j'appelle ça petit a et ça petit b. Petit a petit, c'est le même pour le couple 3,2 et pour le couple 9, point d'interrogation, d'accord? Ça veut dire qu'ici, eh bien, regardez, 3 sur 2, donc grand A sur grand B pour le premier triangle, ça va être égal à 9 sur mon point d'interrogation. C'est-à-dire que le point d'interrogation, hein, c'est donc 9 fois 2 tiers. Hein. Et c'est comme si on avait finalement un produit en croix. C'est assez drôle d'ailleurs. Hein. Vous avez ici un produit en croix ici. 2 fois 9. Et ici, on doit trouver 3 fois 6. Donc ma première R ici, c'est 6. On a en fait un produit en croix assez sympa ici. En ce qui concerne les R. Ici, ben, on va voir la même chose puisque c'est la même figure. 5 fois 8, 40. 4 fois 10. D'accord? Ici, on a le produit en croix que j'avais ici. Donc, ben les R, on les a 6 et 10, 16. Donc c'est la réponse, c'est oui, très très jolie propriété ici. Hein. Quand on coupe finalement un quadrilatère, je peux prendre n'importe lequel ici, ça veut dire que si je coupe un quadrilatère avec ces deux diagonales, eh bien j'ai une propriété très jolie hein, sur le produit des R ici. Le produit de cette R par celle-là, c'est le même que le produit de cette R par celle qui est là. Voilà, on continue. 23e question. 13 grimpeurs ont 3 épreuves effectuées. Le score pour chaque grimpeur est le produit de ses classements dans chacune des 3 épreuves. D'accord, très clair. Le classement final suit l'ordre croissant des scores. Le gagnant est celui dont le score est le plus petit. Évidemment, s'il est premier 3 fois, par exemple, il aura 1 fois 1 fois 1, ça fera. On sait que Mélissa a terminé première dans 2 des épreuves. Quelle est la moins bonne place possible pour Mélissa dans le classement final? Imaginez, elle a gagné 2 premières épreuves. Au pire, elle va finir combien? Elle aura 1 pour le premier, 1 pour le deuxième, et il y a 13 grimpeurs, donc son score maximal, ça sera 13 points. Donc, est-ce que d'autres peuvent faire 13 et combien peuvent faire, enfin, moins de 13? Donc, regardons. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un peut faire 13? Ben, si quelqu'un fait 13, c'est que vous avez le produit de 3 nombres qui fait 13. D'accord? Avec ici, hein, c'est un nombre premier, donc l'un des 3 vaut 13. Hein. Ça veut dire que ici, hein, vous aurez donc un nombre 13. Et mais ici, celui-là ne peut pas faire 1 parce qu'elle a déjà été 2 fois première. Hein, vous voyez. D'accord? Donc ça, c'est un nombre supérieur ou égal à 2, donc ça ne peut pas faire 13. Donc ça veut dire que pour gagner, pour battre Mélissa, il faut un score inférieur ou égal à 12. Premier indice. Alors regardez, très simplement, hein, ici, si on prend le troisième, celui qui est donc premier à la troisième course, qu'est-ce qu'il a ici? Est-ce qu'il peut battre? Est-ce que le deuxième, est-ce qu'il peut battre? Regardez bien, c'est assez simple. Ici, par exemple, si on est deuxième, on peut avoir un score de 12 en faisant, par exemple, 3 fois 2. Donc il est troisième, deuxième, deuxième, ce qui fait 2 fois 3, 6 fois 2, 12. Donc il a dépassé Mélissa. Et ici, celui-ci peut faire aussi 2 et troisième, il aura 6. Donc les deux dépassent Mélissa. Donc déjà, Mélissa, elle peut être dépassée par 2 personnes. Donc elle peut être troisième. Alors, est-ce qu'elle peut être quatrième? Si elle est quatrième, on a donc ici 3 personnes, donc forcément le premier, le deuxième et le troisième de la troisième course qui l'ont dépassé. Alors, on a dit il faut inférieur ou égal à 12, donc ça veut dire qu'ici on a déjà 3, donc ce nombre doit être inférieur ou égal à 4. Donc celui-ci fait forcément, si les 3 ont dépassé Mélissa, c'est que le troisième à la troisième course fait au minimum 2 fois 2. C'est-à-dire qu'il a été deuxième et deuxième, ce qui fait bien 12. Et ensuite, ça veut dire que lui, eh bien, si on veut être à 12, il faut qu'il y ait un score de 6. Mais ça n'est plus possible, parce qu'au minimum, il sera à 3. Donc il aura au minimum 9, donc ça n'est plus possible. Elle ne peut donc pas être quatrième. Comme on a vu qu'elle pouvait être troisième, donc, eh bien, la moins bonne place possible, c'est troisième. Réponse B. 24. Deux réservoirs cylindriques, rayon 1 mètre, contiennent le même volume d'eau. Et on en penche un, vous voyez. Alors ce qui est important à comprendre, c'est que le niveau d'eau, alors je vais bien insister ici, il arrive pile au coin ici, vous voyez. Hein, voilà. Ici, on a le même niveau d'eau, mais en ayant penché. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, regardez. On va ici considérer... Hein, je prends un perpendiculaire. C'est-à-dire qu'ici, sur le graphique, je prends le même rectangle ici blanc que j'ai le rectangle grisé. Alors, notre volume, hein, donc on a un rayon 1 mètre. Donc là, ça fait 2 mètres. Hein. Le volume, donc ici, alors on ne connaît pas, bien sûr, la hauteur, h. Donc le volume, c'est
la base fois la hauteur. La base, on a un rayon 1 mètre, c'est donc pi r carré fois h. Mais r, ça vaut 1, donc ça fait pi h. D'accord? Ça veut dire qu'ici, dans mon rectangle, là, hein, au total, j'ai donc 2 fois un volume hein, c'est 2 fois pi h, puisque j'ai doublé, en fait, hein, évidemment, le volume grisé, je l'ai doublé. Donc j'ai 2 fois plus de pi h. Alors, comme j'ai un volume de 2 pi h, avec toujours la même base, ça veut dire qu'ici, en hauteur, à cet endroit-là, j'ai forcément 2 fois h. Vous voyez? C'est obligé. Hein, puisque si je recouchais ici, j'ai la même base que tout à l'heure avec 2 fois plus d'eau. Donc là, j'ai 2h. Donc, et c'est là que c'est très intéressant, une fois qu'on a fait cette remarque, parce que notre triangle qui est en bas, hein, ici, il a h, il a 2h. Je peux donc trouver ici le sinus de θ, l'angle qui est ici en bas. C'est côté opposé sur l'hypoténuse. Donc h, et h simplifie, il me reste 1,5, un sinus 1,5. Vous connaissez, ça veut dire ici un angle aigu de 30 degrés. 30 degrés. Alors où est-ce que je le retrouve sur le dessin? Eh bien, angle droit, angle droit. C'est là que c'est de la métrie des angles. On retrouve θ ici. D'accord? Angle droit, parce qu'ici on a un angle droit. Donc, on a un nouveau triangle avec ici, donc notre θ qui vaut 30 degrés, avec 2. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est calculer donc quoi? Eh bien le côté opposé, et même je pourrais avoir le côté adjacent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté adjacent, parce que regardez sur la figure ici, H, je le retrouve une troisième fois ici. Donc je le retrouve ici. Donc j'ai l'adjacent, l'hypoténuse, je prends le cosinus de θ, c'est donc h sur 2, mais comme c'est 30 degrés, cosinus 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Donc vous voyez qu'on vient de trouver h est égal à racine de 3. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Le volume. Donc le volume, on avait dit que c'était pi h, pi fois racine de 3. Donc racine de 3 fois pi, c'est la réponse C. Et voilà. Question 25, question pour départager. Bon, ceux qui arrivent là en ayant tout bon, c'est extra. Hein. Vraiment, il faut être ultra rapide. Donc, on écrit ici des nombres de 1 à 11. Tous les nombres doivent être différents. La somme de 3 nombres autour de chacun des 6 points noirs doit toujours être la même. Quel est le nombre placé ici? Alors, la somme autour de 3 points, alors c'est ça. C'est-à-dire que la somme de ces 3 cases-là doit être la même que la somme de ces 3 cases-là, que ces 3 cases-là. Oui, il y a tout un truc. Donc, on ne sait pas quelle est cette somme. Je ne vais même pas la calculer. On va faire quelque chose de très, très astucieux. Parce que si vous remarquez, dans les 2 premiers points que j'ai écrits, c'est-à-dire ici et là, on a 6, on a 4. On a donc ici, entre ces deux sommes, cette zone qui est commune. Donc les différences, c'est les 2 cases du haut et les 2 cases du bas. Comme la somme doit être constante, si là j'ai 6 et là j'ai 4, je dois compenser. Ça veut dire que si ici, eh bien, je mets un nombre, par exemple A, eh bien, je devrais compenser le plus 2 ici. Donc là, j'aurai A moins 2. D'accord? Intéressant. Ensuite, on regarde les 2 points d'à côté. La même remarque. Ils ont cette zone, cette case ici en commun. Donc, comme ici, j'ai 2 de moins que là, pour compenser ici, eh bien, je vais avoir, si là j'ai B, eh bien, j'aurai 2 de plus ici. D'accord? Donc ici, 2 de plus en haut. Et donc, si je prends les points d'après, eh bien, on a la même remarque. J'ai 2 de plus ici que là-haut. Donc, pour compenser ici, j'aurai 2 de moins. Donc ici, je vais trouver un 9. On a déjà terminé. Donc la réponse, hein, c'est 9. Alors, on a... Alors, 26, dernière question. Le produit de 6 entiers consécutifs positifs est un nombre à 12 chiffres de la forme ABBA avec ABCD qui sont eux-mêmes consécutifs. Donc déjà, ABCD, hein, ça sert à écrire des nombres. Donc, c'est entre 1 et 9. D'accord? Donc, c'est 4 nombres consécutifs entre 1 et 9. Alors, on a 6 entiers dont le produit est un nombre à 12 chiffres 6 entiers. Donc, n plus 1... n plus 2, ils sont consécutifs, donc n plus 3, n plus 4, n plus 5. On en a 6. Alors, qu'est-ce qu'on sait dans 6? 6, voilà. Premièrement, j'ai dit que c'était non nul. Donc, dedans, il y a au moins un multiple de 5. Voilà, ça, c'est intéressant. Un multiple de 5, donc déjà, c'est x 5. Et il y a aussi des nombres pairs. Donc, sur 6 nombres, il y a, par exemple, un nombre pair, un multiple de 4, un nombre pair. Donc, au minimum, on a 2 x 4, 8 x 2, 16. On a déjà au minimum factorisation possible par 5 x 16. Ensuite, dedans, on a forcément un multiple de 3, par exemple, et un multiple, donc ici, de 6, donc de 2 x 3. Donc, on a au minimum aussi un facteur 9. Voilà, tout ça, déjà, c'est pas mal. Hein, donc, 1, 2, 1, 4. Ici,
un autre 2. Donc, c'est pas trop mal. Un 3, un 3 et un 5 quelque part. Voilà, je ne sais pas exactement où il est. Donc déjà, on peut regarder 5 fois 16. Donc ça fait 80 fois 9. Ça veut dire que votre nombre, il est déjà un multiple de 720. Donc B vaut 0. Ça veut dire que pour A, C et D, il me reste 1, 2 et 3. Donc réponse, c'est 1, 2 ou 3. Autre indice, on a 2B à la fin. Donc, ça veut dire que dans votre nombre ici, on finit par B, hein, on met un trait comme ça. Ça veut dire que c'est 0, 0. Donc, dans votre nombre, il y a un multiple de 100. S'il y a un multiple de 100, 100 c'est 10 fois 10, ça veut dire que vous avez un deuxième multiple de 5. Donc, s'il y a un deuxième multiple de 5, ça veut dire qu'il y a un nombre qui finit par 5 et un nombre qui finit par 0. Donc, il y a un multiple de 10. Voilà. Donc, soit on part d'un nombre qui finit par 5 pour aller au nombre suivant, donc ici, qui finira par donc 1, 0. Soit on commence par un nombre qui commence par un 0 et on finit par le même nombre avec un 5 à la fin. Vous voyez déjà, c'est pas mal ça. Alors maintenant, est-ce qu'on peut regarder la somme des chiffres? Comme on a un multiple de 9, hein, on a dit qu'il y avait au moins 2 multiples donc de 3 dedans, donc on a un multiple de 9, ça veut dire que la somme doit être un multiple de 9. Donc chez DA, j'en ai 2, DB, on s'en fiche parce que c'est 0, on vient de montrer, donc il me reste les 2C et il me reste 4D, et ça va être un multiple de 9, d'accord? C'est 9 fois quelque chose, alors je factorise par 2, donc A plus C plus 2D doit être égal à 9 fois K. 9 et 2 sont premiers, donc ceci doit être, hein, ça c'est un multiple de 9 aussi, un multiple de 9. Alors vu la taille des nombres, hein, ça sera forcément égal à 9. Donc ça veut dire que A plus C plus 2D doit faire 9. On regarde quelle possibilité on a. Mais ça veut dire qu'ici D est obligatoirement égal à 3. 2 fois 3, 6. Et A plus C fait bien 3. Donc ça veut dire que nous on cherche la valeur de C. Donc A, donc D vaut 3. A égale 1 ou 2. Et C égale 1 ou 2. A et C maintenant, c'est 1 ou 2. On a déjà réduit. Astuce suivante. On a dit que notre nombre était multiple de 8. Un multiple de 8, eh bien les trois derniers chiffres, hein, multiple de 8, les trois derniers chiffres forment un multiple de 8. Un nombre pair, le dernier chiffre est un multiple de 2. Un multiple de 4 et deux derniers chiffres forment un multiple de 4. Et un multiple de 8, les trois derniers chiffres forment un multiple de 8. Et là, eh bien c'est terminé, parce que ça veut dire que pour les trois derniers chiffres, on a ABB. Donc A, 0, 0. Eh bien, on a deux choix. Soit, donc, 1, 0, 0 ou 2, 0, 0. Or, 100 n'est pas un multiple de 8. Eh oui, 200 est un multiple de 8. C'est 8 fois 25. Donc, la seule possibilité, c'est celui-ci. Donc, A est forcément égal à 2. Et donc, il ne nous reste qu'une possibilité pour C. C est égal à 1. On a terminé, voilà. Vous voyez, petite astuce. On a utilisé... Donc, on a les multiples de 5 pour dire que la valeur de B, c'était 0. Ensuite, j'ai utilisé les multiples de 9 pour trouver la valeur de D. Ensuite, les trois derniers chiffres avec un multiple de 8 pour trouver la valeur de A. Et donc, il me reste la valeur de C. Voilà, ce concours 2023 est terminé. À bientôt.